Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire des rendez-vous experts moniteurs juristes consacré à l'actualité du droit de l'environnement. Ce webinaire vous est proposé en partenariat avec le cabinet Huglot Lepage Avocat, spécialiste en droit public et en droit de l'environnement. Maître Christian Huglot et ses collaborateurs, Maître Théophile Bégel et Maître Roxane Sageloli, vont nous présenter une analyse de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle du droit de l'environnement dans les domaines de la construction, de l'urbanisme et de l'aménagement. Cette intervention sera articulée en 3 parties. Tout d'abord, un panorama général des grandes orientations du droit de l'environnement, puis une partie consacrée au droit de la construction et notamment à la rénovation énergétique des bâtiments et aux déchets de chantier, et enfin une 3e partie proposant un regard sur l'actualité du droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Les intervenants feront une sélection et répondront à la fin de leur exposé. Je laisse maintenant la parole à Maître Huglot et vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de participer à cette réunion d'experts, mais par écran interposé, hélas, mais quand même avec Madame Nicolet, qui a bien voulu le programmer. Dans quelques instants, vous allez entendre la contribution d'excellents juristes spécialistes des 2 questions importantes que nous avons ciblées, le droit de la construction et le droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Et nous avons choisi une méthode pour aller proche de l'actualité, c'est de regarder ce qui a été voté par l'Assemblée nationale sur ces 2 sujets dans le cadre des débats sur la loi climat-résilience qui, comme vous le savez, va être examinée par le Sénat prochainement. Mon propos introductif est de vraiment attirer l'attention de tous les juristes, tous les responsables, quels qu'ils soient, sur l'importance des bouleversements qui nous attendent du fait de la transformation du droit de l'environnement par le droit climatique et le droit de la biodiversité. Ce droit climatique, qui à la fois contient le droit de l'environnement et le dépasse, fait que nous assistons à une véritable mutation. Et à cet égard, je voudrais attirer votre attention sur les raisons de cette mutation, qui sont extrêmement simples et qui sont les suivantes: les événements et les prévisions climatiques, l'influence du droit international. Regardez l'arrêt du Conseil d'État rendu sur Grande Sainte, qui introduit le droit international, l'accord de Paris en particulier, dans le droit interne et interpelle le gouvernement sur son activité sur ce sujet. L'affaire n'est pas terminée, elle est en cours d'examen par le Conseil d'État, il sera statué définitivement, semble-t-il, au mois de juillet. Et puis regardez aussi la demande sociale, la Convention citoyenne pour le climat, qui est à la source, effectivement, avec certains atermoiements et déboires que l'on peut effectivement regretter, qui est à la source, effectivement, du texte qui va être commenté. Pourquoi nous avons choisi cet angle d'attaque? C'est pour une raison très simple. C'est l'occasion, au moment de l'analyse des dispositions de la loi, de faire un retour rétroactif sur l'état du droit, précisément sur la construction et sur l'urbanisme et l'aménagement. Alors, je voudrais vraiment, en tant que juriste, attirer votre attention sur le fait que tout bouge tout le temps. Et en particulier, encore il y a quelques jours, on vient de voir arriver un grand arrêt de la Cour fédérale de Karlsruhe, en Allemagne, bien sûr, sur la question du réchauffement climatique et des générations futures. Le droit et le droit de l'écologie, si vous voulez, climatique, et le droit de l'homme et la démocratie se combinent dans cette décision. Puis encore hier, une décision importante rendue par une cour de la Hollande sur la question Shell et sur son programme de diminution de gaz à effet de serre. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il faut être en permanence vigilant, il faut toujours chercher à anticiper. Je passe donc la parole maintenant à Théophile Bégel. Je vous remercie, Christian Huglot, merci aux éditions Le Moniteur pour ce sujet. Ma présentation sur les évolutions en matière de droit de l'environnement appliquées au droit de la construction sera distinguée, comme cela a été annoncé par Madame Nicolet, autour de 2 axes. Le premier axe, celui de la rénovation énergétique des bâtiments, et le second, qui sera plus bref,
en matière d'évolution jurisprudentielle, réglementaire et législative appliquée aux déchets de construction. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est un enjeu majeur dans la politique publique de transition écologique et en particulier de transition climatique, avec l'objectif, on l'a rappelé, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'objectif également d'atteindre en 2030 une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 40%, objectif qui devra très vraisemblablement dans les mois à venir être réévalué, puisque on sait le Parlement de l'Union européenne s'est entendu sur l'objectif de réaugmenter cette ambition avec une ambition d'atteindre en 2030 moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Donc dans cet objectif de diminution des gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment est un secteur essentiel puisque c'est un secteur qui est responsable aujourd'hui de 36%, de plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne et de 28% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est un enjeu qui est essentiel en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi en matière de diminution de consommation énergétique, puisque 47% de l'énergie finale consommée en France en 2016 est issue du secteur du bâtiment. Alors, les évolutions législatives et réglementaires récentes, elles découlent non seulement des décrets d'application de la loi du 8 novembre 2019, la loi énergie-climat, mais aussi et surtout, comme ça a été annoncé par Christian Huguelot, du projet de loi climat et résilience qui a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 4 mai dernier. Alors, première série d'évolutions en matière de rénovation énergétique, une évolution s'agissant du classement des logements et des bâtiments. On constate tout d'abord un renforcement du régime du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, qui a fait l'objet d'une modification de son régime par 3 arrêtés du 31 mars 2021, qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain. Et le plus important d'entre eux, c'est celui qui modifie et qui complète finalement la nature même du DPE, puisque maintenant il y aura l'intégration d'une composante climatique, c'est-à-dire que les étiquettes DPE ne dépendront plus uniquement de la consommation d'énergie primaire, mais tiendra également compte des émissions de gaz à effet de serre. Donc on garde le même nom de DPE, mais en réalité ce sera un diagnostic de performance énergétique et climatique. Le projet de loi climat s'inscrit dans cette nouvelle définition, puisque l'article 39 du projet de loi, il consacre au niveau législatif cette nouvelle double définition et indique qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire d'adopter par décret les valeurs correspondantes qui devront être attribuées à chacune des étiquettes de A à G, jusque donc G étant les bâtiments les moins performants énergétiquement. Une nouveauté également dans l'article 39 bis C de cette loi climat et résilience, qui précise que les lois quinquennales qui devront être adoptées à partir de 2023 devront intégrer des objectifs de rénovation énergétique. Alors, les lois quinquennales qui seront prises à partir de 2023, pardon, ça c'est une innovation, encore une fois, de la loi énergie-climat de novembre 2019, qui prévoit qu'à compter de cette date en 2023 et tous les 5 ans, une grande loi sera adoptée et fixera les objectifs à court terme et à moyen terme de diminution d'émissions de gaz à effet de serre, des objectifs chiffrés qui seront proposés par le législateur. Et l'article du Code de l'énergie qui prévoit le régime de ces lois quinquennales sera modifié à l'issue de l'adoption définitive par le Sénat de cette loi climat et résilience et inscrira dans la loi l'obligation de préciser les objectifs de rénovation énergétique afin d'atteindre d'ici 2050 une sobriété énergétique et un niveau d'émissions de gaz à effet de serre faible. Donc, c'est une disposition
dont on peut un peu contester l'ambition, puisque on le sait, en 2050, l'objectif c'est celui d'une neutralité carbone. Donc, de parler de sobriété énergétique et de ne pas parler de sobriété carbone, ça peut être vu comme une mesure qui est finalement un peu en demi-teinte, puisqu'elle induit le fait qu'il faudra d'ores et déjà compenser les émissions qui subsisteront en matière d'émissions climatiques dues au secteur du bâtiment dans d'autres secteurs. Deuxième série d'évolutions, les évolutions appliquées aux logements énergivores et aux passoires thermiques. Alors, les passoires thermiques, c'est un combat du gouvernement depuis de longues années déjà. Ce sont en fait tous les bâtiments qui sont du fait d'une mauvaise isolation extrêmement consommateurs d'énergie, qui sont énergivores, et ça correspond aux bâtiments qui sont dont la consommation en énergie finale est supérieure à 330 kWh par mètre carré et par an. Un décret du 11 janvier 2021 précise que doit être qualifié de logement décent celui dont la consommation exprimée en énergie finale est inférieure à 450 kWh par mètre carré. Donc, ça veut dire que dès lors que la consommation énergétique d'un bâtiment est supérieure à 330, on est dans une passoire thermique. Et si en plus on est au-delà de 450, non seulement on est dans une passoire thermique, mais qui n'est même pas un logement qu'on peut qualifier de décent. Alors, deux conséquences. La première, c'est en matière de location de biens immobiliers qui ne répondent pas à ce critère de décence, une interdiction prévue par l'article 42 du projet de loi, une interdiction de mettre à la location ces passoires thermiques dont la consommation est supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Et deuxième conséquence, appliquée aux passoires thermiques et qui résulterait de cette loi climat et résilience, c'est une interdiction d'augmenter les loyers. C'est l'article 41 du projet de loi qui le prévoit. Les propriétaires bailleurs qui mettent en location ou qui louent des passoires thermiques ne pourront plus augmenter ces loyers à partir de 2023. Une autre évolution appliquée aux passoires thermiques avec toujours l'objectif d'en diminuer le nombre. Aujourd'hui, on est sur à peu près 4,8 millions de passoires thermiques en France dans le parc de bâtiments, ce qui correspond à peu près 17% du parc total. Le rapport biannuel que le gouvernement doit remettre au Parlement en application du Code de la construction et de l'habitation prévoit un certain nombre de thèmes qui doivent être abordés, et la loi climat prévoit dans son article 39 quater que ce rapport biannuel devra, à partir de l'adoption de l'entrée en vigueur de cette loi, être dorénavant complété d'un volet sur le suivi et les données qui concernent le nombre de rénovations énergétiques qui sont effectuées annuellement. Un rapport d'information d'une mission parlementaire sur la rénovation énergétique des bâtiments en France, qui date de février 2021, a été rendu et a très largement inspiré les parlementaires dans le cadre de l'adoption de cette disposition, puisque ce rapport qui regrettait l'insuffisance du rythme auquel on rénove et on fait disparaître année après année les passoires thermiques, une des raisons pour lesquelles on échouait à avoir un rythme suffisant, c'était justement le manque de suivi et le manque de données précises et fines sur le nombre, de manière très pratique, de bâtiments qui font l'objet d'une rénovation pour sortir du statut de passoire thermique. En particulier, il était indiqué que c'est un problème qu'on connaît depuis d'assez longues années, puisqu'en 2015, on s'était donné 10 ans pour sortir du tout passoire thermique, à horizon 2025, et aujourd'hui, on est en train de reculer encore l'échéance avec l'espoir d'ici 2030 de supprimer les passoires thermiques. À cette fin, on a créé en 2020 un observatoire sur l'évolution de la rénovation énergétique des bâtiments, et le rapport de la mission parlementaire de février 2021 relevait que dans cet observatoire, on ne dénombre que 2 personnes en charge du suivi
de l'évolution du rythme de rénovation annuel. Donc, cet article 39 quater est une disposition qui va dans le sens qui est proposé par ce rapport, qui est de mieux connaître et de mieux suivre l'évolution des rénovations énergétiques chaque année. Mais c'est une disposition législative qui devra nécessairement être accompagnée aussi de mesures réglementaires qui viendront renforcer le dispositif matériel et humain du suivi de l'évolution de ces rénovations énergétiques. Troisième série d'évolutions en matière de rénovation énergétique des bâtiments, des nouveaux droits et des nouvelles obligations aux charges des propriétaires, des locataires et des bailleurs. Alors, en matière d'obligations, il y a une nouvelle obligation de transparence et d'information qui est prévue par l'article 39 ter A du projet de loi, qui prévoit une amende administrative de 3 000 € pour tout non-professionnel qui ne respecterait pas cette obligation d'information au sujet du classement du bien compte tenu de sa performance énergétique lors d'une cession immobilière. Donc c'est une disposition qui crée une amende administrative qui existait déjà pour les professionnels. Donc c'est un rééquilibrage entre non-professionnels et professionnels et qui est d'autant plus bienvenu, qui était d'autant attendu que sur le marché, à peu près 2/3 des ventes immobilières sont non intermédiaires. Donc c'est pour permettre une meilleure information et inciter la promotion de cette information dans le cadre des cessions immobilières sur les performances énergétiques des bâtiments. Dans le même sens également, l'article 40 du projet de loi va rendre obligatoire, en tout cas s'il est voté en l'état également par le Sénat, dès 2022, la réalisation des audits lors des ventes de maisons ou d'immeubles qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc qui sont catégorie F et G, F et G étant très peu performants et extrêmement peu performants. Et on l'a dit, donc passoire énergétique, c'est dès lors qu'on est au-dessus de 330 kWh par mètre carré et par an. Et ces audits énergétiques seront aussi obligatoires pour les logements qui sont classés E, donc qui sont seulement peu performants, à partir de 2025. Donc un audit énergétique, c'est, on le rappelle, l'obligation pour celui qui cède l'immeuble de décrire, de proposer un parcours de travaux cohérent afin d'atteindre un logement dont la performance énergétique est satisfaisante. En matière de copropriété également, l'article 44 du projet de loi va rendre obligatoire un plan pluriannuel de travaux au sein des copropriétés qui s'étalera sur 15 ans et qui devra prévoir un fonds financier suffisant pour réaliser ces travaux et donc sauvegarder les caractéristiques de consommation énergétique de tout nouveau projet de construction. Et enfin, en matière d'évolutivité des logements, l'article 54 du projet de loi impose au maître d'ouvrage, avant la réalisation d'un projet de construction ou démolition, la réalisation d'une étude du potentiel d'évolution, de reconversion d'un projet, y compris par la surélévation. Donc c'est une disposition qui s'inspire du principe de l'économie circulaire et qui veut que avant de créer du déchet ou même avant de détruire pour reconstruire, on ait envisagé en amont la possibilité de réemployer un bâtiment pour éventuellement sauvegarder, donc éviter de générer des déchets. Une disposition sur laquelle on reviendra un peu ensuite dans la troisième partie de la consoeur Roxane Sageloli. Et puis ensuite, en ce qui concerne les déchets de bâtiments, effectivement, l'actualité, c'est l'adoption de plusieurs décrets d'application de la loi économie circulaire du 10 février 2020 qui a réformé en profondeur le régime des déchets de chantier avec la mise en place à partir du 1er janvier 2022 c'est une filière PREP spécifique sur ces déchets de chantier. Donc il y a eu plusieurs
présentation déjà par le moniteur sur cette actualité, on n'y reviendra pas, mais peut-être 2 mots sur le décret du 29 décembre 2020 qui précise le contenu du devis de construction et de démolition qui devra comprendre une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant la totalité de chantier et des modalités de gestion et d'enlèvement des déchets qui seront générés durant ce chantier par l'entreprise de travaux. Il y a également des projets de décret qui sont relatifs au diagnostic déchets bâtiments et qui ont été soumis à consultation du public mais qui n'ont pas encore été adoptés, qui prévoit que le diagnostic serait obligatoire, mais seulement lorsque le chantier portera sur une surface qui comprend plus de 1000 m² de surface de bâtiment, avec une amende conséquente de 45 000 € en cas de méconnaissance de l'obligation de réalisation de ce diagnostic déchets bâtiment. Une jurisprudence à signaler en matière de déchets de chantier, c'est celle du tribunal judiciaire de Marseille du 21 janvier dernier, qui, pour la première fois, met en œuvre le régime de la réparation du préjudice écologique dans le cadre d'un dépôt sauvage de déchets de bâtiments et qui alloue une somme de 40 000 € à une commune victime d'un tel abandon de dépôt sauvage de déchets de bâtiments et l'ordonnance d'une expertise pour que soit mesurée précisément l'ampleur de la pollution générée. Donc on voit que le juge civil met en œuvre dans ce cadre très particulier pour éviter évidemment ce type de dépôts sauvages qui sont légion au cours dont on a constaté le nombre évolutif assez important au cours de ces dernières années et la mise en œuvre du nouveau régime de responsabilité reconnu pour les préjudices réalisés sur la nature, la biodiversité, les services écosystémiques. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Roxane Sageloli pour sa présentation sur le droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis en charge de vous présenter, j'espère de la manière la plus exhaustive possible, l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle environnementale en matière d'urbanisme et d'aménagement. Alors, tout d'abord, sur l'actualité législative et réglementaire, vous l'aurez compris, on a choisi d'articuler notre intervention principalement autour du projet de loi Climat et Résilience, qui constitue pour la période donnée, là, donc depuis le 1er janvier, la principale actualité évidemment environnementale à traiter, d'autant plus qu'elle consacre un chapitre entier à la lutte contre l'artificialisation des sols et qui va ici plus particulièrement nous intéresser. J'ai essayé de regrouper un petit peu ces principales dispositions sous différents grands thèmes, on va dire, à commencer évidemment par la consécration et la programmation de l'objectif zéro artificialisation nette, dont on avait déjà entendu parler, mais plutôt sous forme de circulaire. Donc un objectif ZAN qui est désormais consacré dans la loi et notamment dans le Code de l'urbanisme, avec ce principal objectif qui est donc de diviser par 2 le rythme de l'artificialisation des sols qu'on a pu connaître sur cette dernière décennie pour les 10 prochaines années. Donc cet objectif ZAN sera désormais intégré au sein de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme qui contient les principes généraux d'équilibre urbain et permettant donc son opposabilité à l'encontre notamment des documents d'urbanisme. Article du Code de l'urbanisme qui intégrera également une définition de l'artificialisation des sols qui jusqu'à présent faisait défaut et pouvait notamment donner lieu à des interprétations divergentes au sein des différents documents d'urbanisme locaux. Cette définition est principalement articulée autour de la notion de fonctionnalité, l'atteinte fonctionnelle au sol, à savoir donc qu'un sol sera regardé comme artificialisé
si l'occupation ou l'usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, les surfaces de pleine terre n'étant pas considérées comme artificialisées. On attend sur ce point un décret en Conseil d'État qui viendra fixer les conditions d'appréciation de cette nouvelle définition, ainsi surtout qu'une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage et l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols devra être appréciée. Le Code de l'urbanisme intégrera également une définition de la notion de friche qui, là encore, faisait défaut. Enfin, cet objectif ZAN sera donc décliné au niveau des documents de planification régionale avec différentes échelles de temps. Donc, documents de planification régionale avec lesquels les documents d'urbanisme locaux devront être rendus compatibles. Plus particulièrement, donc, à l'échelle communale et intercommunale, pour ce qui intéresse ces documents d'urbanisme locaux, on peut noter certaines dispositions intéressantes, à savoir que désormais, l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers devra être justifiée par une étude spécifique de densification des zones déjà urbanisées. Étude à laquelle il conviendra donc évidemment de se reporter avant de se poser la question d'acquisition de la maîtrise foncière de tel ou tel site. Le règlement du PLU ou du PLUI pourra également définir des règles de limitation de l'imperméabilisation et de désimperméabilisation des sols, ainsi que de compensation de toute nouvelle urbanisation donc directement au sein du règlement. Les OAP intégreront également un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et des équipements correspondants. On peut également noter des restrictions particulières qui seront appliquées dans certaines collectivités, notamment dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, ainsi que dans les communes supérieures à un seuil de 15 000 habitants, qui devront donc définir une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable. De la même manière, dans les collectivités qui sont concernées par le recul du trait de côte, il devra être établi une cartographie d'ici 2024 des zones impactées à l'horizon 0-30 ans, dans lesquelles les constructions nouvelles seront tout simplement interdites, et une cartographie également des zones impactées à l'horizon 30 à 100 ans, dans lesquelles les constructions nouvelles ne seront autorisées qu'à condition d'être démolies à terme. Donc là, une évolution quand même assez importante pour les communes concernées. Le projet de loi climat intègre ensuite de nouvelles possibilités de dérogation au règlement du PLU. Tout d'abord, dans certains secteurs particuliers comme les GOU, les grandes opérations d'urbanisme et les secteurs d'intervention des ORT qui comprennent un centre-ville. Surtout en dehors donc, de ces secteurs particuliers, il sera désormais possible de déroger aux règles relatives au gabarit dans la limite d'une majoration de 30%, de la même manière que ce qu'on peut voir aujourd'hui pour la création d'aires de stationnement applicables au logement, c'est-à-dire selon les mêmes conditions, avec cette question de 500 mètres d'une desserte d'une gare ou de transport en commun. Il serait également possible de déroger à hauteur de 15% supplémentaires, toujours sur ces mêmes règles relatives au gabarit, pour les projets qui viendront prévoir suffisamment d'espace libre pour assurer un équilibre entre les espaces construits et non construits, sans néanmoins pouvoir concourir à excéder 50% de dépassement au total. Enfin, on pourra noter une possible réduction des obligations de réalisation de stationnement qui sont souvent assez importantes dans certains règlements sur certaines communes, à concurrence donc d'une place pour véhicules motorisés contre un espace de stationnement sécurisé pour 6 vélos.
Le projet de loi climat et résilience prévoit également certaines dispositions qui concernent globalement une optimisation de la densité des constructions. En premier lieu, toute opération d'aménagement et toute action soumise à évaluation environnementale devra faire l'objet d'une étude sur l'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, études dont les conclusions seront prises en compte dans l'étude d'impact. Donc ça, c'est un ajout quand même important dans la préparation des projets soumis à évaluation environnementale, tout projet confondu. Dans les 10 années qui suivront la promulgation de la loi, il conviendra également d'atteindre un objectif de réduction de 50% de l'emprise au sol des parkings, avec un objectif complémentaire qui est d'installer des ombrières pour 50% des parkings extérieurs existants, l'ensemble des parkings devant être végétalisés d'ici 2025. Évidemment, des dispositions particulières dans les boues qui devront respecter une densité minimale de construction éventuellement par secteur. Et on peut également relever une possible modification à la hausse du nombre de lots autorisés au sein du lotissement, c'est-à-dire en dérogation en fait de la procédure de modification du lotissement pour procéder à une subdivision de lots. Un point qui a déjà pas mal fait parler de lui sur ce projet de loi climat, c'est celui qui consiste en l'édiction d'un principe général d'interdiction de création ou d'extension de surfaces commerciales qui seraient source d'artificialisation des sols, au sens donc de la nouvelle définition qui en est donnée. Désormais, les autorisations d'exploitation commerciale seront délivrées à titre dérogatoire et pour les seuls projets inférieurs à 10 000 m² de surface de vente, sous réserve donc que le pétitionnaire démontre dans son analyse d'impact que le projet s'insère en continuité avec les espaces urbanisés, dans un secteur d'urbanisation adéquat, qu'il répond aux besoins du territoire et qu'il obéit à l'un des critères qui sont fixés, comme par exemple la compensation de superficie artificialisée, les critères n'étant pas cumulatifs. Bon, je m'y arrête juste une seconde pour dire que c'est vrai qu'il a... on en a beaucoup entendu parler, néanmoins, par rapport à l'objectif poursuivi qui est donc la lutte contre l'artificialisation des sols, cette mesure reste quand même finalement assez faible dans le sens où l'étude d'impact du projet de loi nous explique par exemple que l'habitat concourt à 50%, hauteur de 50% à l'artificialisation des sols, les infrastructures à hauteur de 16% et le commerce finalement à hauteur de 5%. Et dans ces 5%, on a seulement 20% des projets qui sont donc au-dessus de ce seuil de 10 000 m², sachant que la moyenne, elle est à peu près à 2 000 m². Donc au final, très peu de projets seront concernés par cette nouvelle mesure, qui a surtout été décriée parce qu'elle n'intégrait pas effectivement toutes les activités logistiques, anthropologistiques de type e-commerce et qui ont, par amendement et certainement face au tollé que ça a suscité, été intégrées désormais dans le document d'aménagement artisanal et commercial du SCOT, qui est intégré dans le cadre du document d'orientation et d'objectifs du SCOT, qui intégrera donc désormais cette activité logistique. À noter également que la CNAC, la Commission nationale d'aménagement commercial, examinera désormais les demandes de dérogation pour tous les projets inférieurs à 3 000 m² de surface de vente. Le projet de loi climat prévoit également certaines mesures concernant plus particulièrement les zones d'activité économique, notamment la réalisation d'un inventaire des aides AE qui sera réactualisé au minimum tous les 6 ans, donc à charge des intercommunalités compétentes, une obligation de travaux d'office qui pourra être ordonnée dans les aides AE dégradées ou non entretenues situées dans certains secteurs PPA ou ORT.
Une obligation également intéressante à noter, qui est celle mise à la charge des maîtres d'ouvrage de réaliser une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution du bâtiment, y compris par surélévation, préalablement aux travaux de construction ou aux démolitions qui sont soumises à l'établissement d'un diagnostic déchets. Là-dessus, un décret en Conseil d'État est attendu et viendra déterminer les catégories de bâtiments concernés ainsi que le contenu de cette étude. Néanmoins, là encore, une mesure finalement peut-être assez peu efficiente dans le sens où on n'a pas vu de sanctions particulières et notamment pas de sanctions dans le cadre du dépôt du dossier de demande de permis de construire. Qui n'aura pas à intégrer le contrôle de cette étude. Très concrètement, il faudra, comme on a finalement en matière de PPR bien souvent, faire établir une attestation qui sera transmise au service de l'État et certifiant donc de la bonne réalisation de cette étude. On verra finalement si cette mesure non sanctionnée est suffisamment incitative. Enfin, on peut noter quand même que le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance dans les 9 mois qui suivront la promulgation de la loi, afin de rationaliser les procédures d'autorisation prévues par le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés ou bien dans le périmètre des ORT, des GOU ou des OIN, opérations d'intérêt national. Donc, des ordonnances à suivre, vu le scope qui est donné sur cette habilitation, accélérer les procédures d'autorisation, on imagine très volontiers peut-être de nouveaux délais d'instruction, des choses comme ça. Donc, je pense des mesures, des ordonnances à suivre très prochainement. Pour terminer juste rapidement le point sur l'actualité législative et réglementaire, c'était difficile d'aller plus avant dans le temps imparti, mais on peut noter tout de même qu'un projet de décret de la loi ASAP est actuellement en préparation. Il a été soumis à la consultation du public jusqu'au 4 mars, je crois, de cette année et devrait donc bientôt sortir avec plusieurs mesures d'application de la loi ASAP, mais d'ailleurs pas seulement, et notamment sur certaines des mesures phares de la loi ASAP. Je passe donc rapidement à une brève revue de l'actualité jurisprudentielle. Alors, c'est assez difficile de faire le tri dans l'actualité jurisprudentielle du droit de l'environnement appliqué au droit de l'urbanisme et de l'aménagement. J'ai retenu quand même 2 décisions intéressantes récentes du Conseil d'État qui concernent le champ de l'évaluation environnementale en matière de permis de construire. La première, donc rendue le 1er février 2021, et qui nous explique que la nécessité donc de solliciter, d'entrer dans le cadre de la procédure au cas par cas pour savoir si on est soumis ou non à étude d'impact à l'appui d'une demande de permis de construire. Donc la nécessité de cette procédure de cas par cas s'apprécie en tenant compte de projets adjacents seulement s'ils forment un seul et même projet fractionné. Le Conseil d'État nous donne donc un petit guide là-dessus en nous expliquant qu'il faut rechercher s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique. Et il censure sur ce point la décision qui avait été rendue en appel et qui avait considéré, on était là sur un projet de un peu plus d'une centaine de logements, donc il y avait 2 projets qui étaient pour autant portés par le même maître d'ouvrage, avec notamment un passage commun prévu sur le premier permis, et la Cour avait considéré qu'il s'inscrivait dans un projet global d'urbanisation de la zone, qui est effectivement inscrit de cette manière dans le PLU, et le Conseil d'État sanctionne en demandant vraiment à ce qu'on caractérise le fractionnement d'un projet unique. Donc, il restera un petit peu l'appréciation là-dessus. Une autre décision intéressante rendue par le Conseil d'État le 30 décembre 2020, qui donc considère que la méconnaissance de la séquence ERC
c'est-à-dire très concrètement les dispositions de l'article L122-1 du Code de l'environnement, peut être utilement invoqué contre un permis de construire soumis à étude d'impact. Il conviendra donc de pousser peut-être un petit peu le degré de vigilance, non pas seulement sur le contenu du dossier, mais peut-être aussi finalement sur les prescriptions qui viendront assortir l'autorisation de construire, afin de s'assurer qu'elle prévoit bien les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention et l'application de cette séquence ERC. Un dernier point de l'actualité jurisprudentielle, là je voulais orienter davantage sur la dérogation espèces protégées, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2-3 ans qu'on voit pas mal de jurisprudence rendue sur cette question-là, et on assiste quand même à un resserrement certain de l'appréciation du juge sur les conditions de délivrance de la dérogation espèces protégées, et notamment sur les 2 premières conditions, qui sont donc la démonstration de l'absence de solution alternative satisfaisante et la démonstration de raisons d'intérêt public majeur, de raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc un resserrement quand même de la jurisprudence là-dessus, qui invite tout particulièrement les maîtres d'ouvrage à travailler d'autant plus le contenu et la présentation surtout de leur dossier de demande de dérogation sur ces 2 points qu'on voit bien souvent malheureusement un petit peu mis de côté au profit du travail du bureau d'études, qui s'articule lui surtout autour de la 3e condition, à savoir la démonstration de l'absence d'atteinte portée au maintien des populations d'espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Donc le bureau d'études se charge généralement de cette 3e condition, et c'est le maître d'ouvrage qui se charge un petit peu de la présentation des 2 premières. Et nous, ce qu'on peut voir au cabinet, c'est souvent une reprise pour justifier de ces 2 premières conditions de ce qui figure déjà dans l'étude d'impact. C'est pas du tout la même chose, et il faut vraiment, notamment avec les mots-clés appropriés, entrer dans la grille de définition de ces 2 conditions qui se resserrent de plus en plus. Donc un premier arrêt du Conseil d'État rendu le 15 avril 2021 qui est assez intéressant et qui donne certaines précisions sur la nature du contrôle en cassation sur cette condition justement de l'absence de solution alternative satisfaisante. Une autre décision intéressante qui a été rendue récemment le 29 janvier 2021 en référé par le tribunal administratif de Montreuil, et qui a donc considéré que la protection des espèces protégées constituait une liberté fondamentale qui pouvait donc ouvrir la voie du référé liberté, ce qu'on n'avait pas encore vu et qui permet donc une saisine d'autant plus rapide du juge administratif. Une décision qui finalement prend la suite de ce qu'avait déjà considéré le Conseil constitutionnel en donnant un caractère constitutionnel à la protection des espèces protégées. Donc ça concernait cette fois le projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express jusqu'à Mitry-Mory. Donc un projet qui a également donné lieu à une autre décision intéressante. C'est un projet assez important dont on a eu à connaître au cabinet. Donc décision rendue par la Cour administrative d'appel de Paris le 18 mars 2021 et qui a sursis à l'exécution du jugement qui avait justement sanctionné l'absence de raison d'intérêt public majeur. Sachant que les décisions de sursis à exécution de jugement sont assez rares, il était assez intéressant de signaler le rendu de cet arrêt. Un autre arrêt, une décision, une ordonnance plutôt de référé rendue par la Cour administrative d'appel de Paris qui a attiré notre attention puisqu'elle vient suspendre pour défaut de motivation l'autorisation environnementale qui avait été donnée à la ZAC Cluster des médias, donc dans le cadre des JO 2024, une décision donc de sanction en référé pour défaut de motivation. C'est quand même assez rare pour être souligné, et la Cour donc se fonde sur la motivation qui ici n'était articulée que par la seule évolution régressive de l'emprise du projet. Et donc elle sanctionne cette seule motivation. Donc ça c'est assez important parce que finalement l'évolution régressive de l'emprise du projet
c'est un petit peu la justification qu'on trouve dans tous les projets aujourd'hui. Donc vraiment un degré de vigilance à pousser là-dessus parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas non seulement dans le dossier, mais ça ne suffit pas non plus dans l'arrêté d'autorisation. Donc il faudra là encore non seulement sécuriser le dossier de demande et l'étude d'impact en tant que telle, mais aussi s'assurer une fois la décision rendue que la motivation est suffisante si on ne veut pas perdre du temps et la voir annulée potentiellement par la suite, et notamment comme c'était le cas ici, en référé. Enfin, pour terminer là-dessus, une autre décision intéressante et je pense assez importante qui a été rendue donc sur les conséquences de l'annulation d'une dérogation à espèces protégées qui avait été accordée pour une ICPE une fois les travaux réalisés. Le Conseil d'État, donc dans cet arrêt qui a été rendu le 28 avril 2021, nous explique qu'après annulation d'une dérogation à espèces protégées qui avait été délivrée pour l'exploitation d'une ICPE, en l'occurrence une carrière, le préfet donc, doit mettre en œuvre les pouvoirs de sanction, les mesures de sanction et de contrôle qu'il tire du Code de l'environnement, c'est-à-dire mise en demeure de régulariser avec mesures conservatoires, avec mesures de suspension le cas échéant. Donc il met en œuvre ces pouvoirs en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce. C'est-à-dire il tient compte du fait que les travaux ont été réalisés et que peut-être tout simplement il n'y a plus d'espèces à protéger ou plus d'habitats à protéger puisque les travaux ont été réalisés. Et le Conseil d'État nous explique que cette situation de fait telle qu'elle existe au moment où l'autorité administrative statue à nouveau, donc au moment de la mesure de régularisation, peut ne plus justifier la délivrance finalement d'une dérogation à espèces protégées, que néanmoins, il incombe évidemment au préfet de rechercher si cette exploitation peut être légalement poursuivie en imposant des prescriptions complémentaires qui devront à minima reprendre les mesures compensatoires ou des mesures équivalentes qui étaient prévues dans le cadre de la dérogation initiale. Donc, une décision importante qui peut finalement être lue de deux façons. Première lecture qui est celle un petit peu de la politique du fait accompli, à savoir qu'on viendrait presque appliquer une dérogation qui, malgré tout, a été annulée pour un motif de fond. Et une deuxième lecture où on se dit que, bon, pour justement les exploitants qui souhaiteraient prendre de vitesse les requérants et les services de l'État en se dépêchant de faire ces travaux, le Conseil d'État prévoit quand même des garde-fous, puisque quand bien même la situation de fait donc, ne nécessiterait plus la délivrance de dérogation, le préfet doit tout de même, en tirant les conséquences justement de la décision d'annulation, regarder si l'exploitation peut ou non être légalement poursuivie en enjoignant sa régularisation au besoin avec donc des mesures de suspension, voire même potentiellement l'abrogation de la décision. J'en termine avec cette décision sur ce panorama de l'actualité en matière d'urbanisme et d'aménagement, et je rends la parole à Madame Nicollet pour les questions en vous remerciant pour votre attention. Merci, Maître Sageloli. Nous allons maintenant passer aux questions. Elles ont été transmises à nos intervenants qui en prennent connaissance et répondront dans quelques instants. Alors, on a une première question sur la gestion juridique des cessions foncières des terres polluées. Alors justement, c'est un sujet qui vient d'être traité par une avocate du cabinet Raphaël Janel, qui est spécialiste des questions de sites et sols pollués et des obligations correspondantes, qui devrait être publiée prochainement à la Gazette des communes. Donc on pourra communiquer l'article si ça vous intéresse. Le principe général, pour répondre à la question de la gestion juridique des cessions foncières des terres polluées, c'est déjà de savoir si on est ou pas sur un site qui a accueilli une ICPE, puisque si c'est le cas, il y a le principe de l'obligation de remise en état qui pèse
sur le dernier exploitant. Donc, si le site est pollué et fait l'objet d'une cession, les parties ne peuvent pas déroger contractuellement à cette obligation qui est d'ordre public, et la responsabilité du dernier exploitant et son obligation de remettre le site en état pour un usage futur industriel compatible pourra toujours être actionné. Si on est sur des terres polluées, un site qui n'a pas accueilli d'ICPE, qui n'a pas vocation à en accueillir, alors là, les parties peuvent contractuellement s'entendre sur la répartition des obligations qui pèseront à la charge soit de l'acquéreur, soit du vendeur pour dépolluer ces terres. Et pour connaître précisément l'état de ces pollutions, ce qui est toujours préconisé dans le cadre évidemment d'une cession, c'est la réalisation d'une étude environnementale précise, d'un audit qui doit être diligenté par un expert, afin de prévenir tout contentieux et afin évidemment de connaître précisément le coût qui peut utilement être engagé dans le cadre d'une acquisition foncière d'un terrain dont les terres sont polluées. Une autre peut-être encore précision sur cette question pour savoir comment accompagner au mieux juridiquement une cession d'un site pollué, c'est évidemment de savoir si les terres polluées sont ou non excavées, puisque si elles sont excavées, elles peuvent avoir la qualité de déchets. Et là, le principe en matière de déchets, c'est celui de la gestion d'heures ou le détenteur de ces déchets, et non pas par le propriétaire. Donc, celui qui en fait l'acquisition ne peut être tenu responsable de la gestion des terres excavées sur son terrain, encore une fois, sauf si le détenteur initial ou le producteur ne peut être trouvé, s'il reste introuvable et s'il est établi ou s'il est établi que le propriétaire avait connaissance de la qualité de déchets sur les terrains qu'il a acquis, là, effectivement, sa responsabilité peut être également recherchée. Donc, l'objectif, en tout cas, qu'il faut retenir dans le cadre d'une transaction, c'est évidemment la nécessité de connaître précisément l'état de la pollution, de réaliser toute étude afin d'avoir une information complète. Et cette information est aussi importante au regard de la responsabilité, puisque un défaut d'information de la part du vendeur peut être sanctionné par le juge, et un défaut aussi de recherche d'information de la part de l'acquéreur peut aussi être pris en compte par le juge dans le cadre d'une action indemnitaire qui pourrait diligenter contre son acquéreur, contre son vendeur, puisque ça pourrait être retenu comme une circonstance qui atténue l'indemnité à laquelle il peut prétendre du fait de la caractérisation d'une négligence. On a une deuxième question qui, je vois, sur... Alors, les obligations sur les logements en rénovation énergétique s'appliquent-elles également aux locaux commerciaux? Les obligations donc, qui sont envisagées par la modification de la loi climat résilience ont vocation à s'appliquer principalement sur les logements à usage d'habitation. C'est en tout cas ce qui a été retenu par le premier vote de l'Assemblée nationale. L'article 173-1-1 du Code de la construction et de l'habitation précise effectivement que la double définition du diagnostic de performance énergétique, qui comprend d'une part les caractéristiques de consommation énergétique primaire des bâtiments et les émissions de gaz à effet de serre induites, elles sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d'habitation. Donc, c'est vraiment les bâtiments à usage d'habitation, et ça n'englobe pas les locaux commerciaux, même si les locaux commerciaux restent par ailleurs, depuis que les DPE existent, assujettis à cette obligation de DPE. En tout cas, ces nouvelles dispositions, elles, dans l'état du texte, ont vocation à ne concerner que les logements d'habitation ou à usage d'habitation, avec effectivement une distinction selon les mesures. Par exemple, l'article 42 et 41 sur l'interdiction d'augmenter les loyers, l'interdiction de location des bâtiments,
Ce sont des dispositions qui viennent modifier la loi de 1989 qui tend à améliorer les rapports locatifs et qui régissent uniquement la question des obligations pesant sur les propriétaires bailleurs de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation qui constituent la résidence principale du preneur. Donc, c'est majoritairement des dispositions qui concernent le logement. C'est d'ailleurs le titre du chapitre de cette loi climat et résilience, c'est se loger. Donc c'est principalement pour les locaux, pardon, les bâtiments à usage d'habitation, avec par exception la sanction administrative dont on a parlé de 3 000 € qui peut s'appliquer aux non-professionnels en cas de cession de biens immobiliers, qui elle ne distingue pas selon la nature des bâtiments. Donc vraisemblablement ça s'appliquera aussi aux locaux commerciaux. Bon, je vois qu'on arrive au bout des questions posées et surtout du temps imparti. Je vois simplement une petite question sur les mesures de publicité et les enseignes dans le cadre du projet de loi climat. Alors là, malheureusement, on ne va pas vous répondre sur cette question, la loi climat étant particulièrement vaste et assez indigeste. Néanmoins, on peut vous inviter sur ce point à consulter, on en a fait un décryptage assez complet de ce projet de loi climat dans le cadre du journal spécial des sociétés qui sort aujourd'hui. On y consacre une trentaine de pages et on traite notamment de cette question ainsi que de la question des amendes administratives qui peuvent y être associées. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie à tous très vivement pour votre attention sur cette présentation assez dense de la loi climat et de la jurisprudence environnementale. Et on rend peut-être la parole rapidement à Madame Nicollet. Merci pour votre participation à ce webinaire. Merci aux membres du cabinet Hublot-Lepage d'avoir partagé avec nous leur expertise. Nous vous informerons des prochains rendez-vous moniteurs juristes qui permettront de faire des points réguliers sur l'actualité du droit de l'environnement en partenariat avec le cabinet Hublot-Lepage. Bonne fin de journée et à bientôt.